Salut à tous. Soyons honnêtes une seconde. Combien de fois êtes-vous rentré d'une session de pêche au mois de mars, les mains gelées, le moral à zéro, en vous disant que les perches étaient tout simplement clouées au fond et refusaient de s'alimenter? Et si je vous disais que c'est le plus gros mensonge de la pêche moderne? Une excuse qu'on se répète de génération en génération pour justifier nos bredouilles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. On va casser ce mythe tenace qui prétend qu'au début du printemps, tout se passe au ras de la vase. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder votre plan d'eau d'un œil totalement différent. Vous allez comprendre pourquoi vos leurres passent très souvent sous le nez des poissons sans jamais les intéresser. Et surtout, vous allez découvrir le secret pour localiser ces fameuses perches de Mars. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que votre grand-père vous a appris? Dites-moi d'ailleurs tout de suite dans les commentaires, continuez-vous à gratter le fond frénétiquement dès qu'il fait froid? Pour bien comprendre le problème, il faut se remettre dans le contexte. Le mois de mars, c'est cette période charnière, ce moment ingrat où l'hiver refuse de mourir, mais où le printemps pointe déjà le bout de son nez. Depuis la nuit des temps, dans le monde de la pêche, on nous a martelé une règle d'or. Quand l'eau est froide, le poisson descend. Il descend tout au fond pour trouver des températures stables. Il se colle à la vase, il s'engourdit. Résultat, que faisons-nous tous? Nous prenons nos têtes plombées, les plus lourdes. Nous montons des leurres souples et nous grattons le fond, centimètre par centimètre, en priant pour qu'une perche suicidaire veuille bien ouvrir la gueule. C'est une habitude tellement ancrée en nous qu'elle est devenue un réflexe automatique. Vous arrivez au bord de l'eau, l'air pique le visage, l'herbe est couverte de givre, et bam, vous lancez lourd pour pêcher creux. C'est rassurant, on se dit qu'on pêche là où le poisson est censé être. Mais la nature ne lit pas les vieux magazines de pêche. La réalité biologique et physique des lacs et des rivières en mars est infiniment plus complexe et surprenante que cette vieille croyance populaire. Commençons par démonter cette fameuse théorie du fond chaud. On vous a toujours dit que l'eau au fond restait à 4 degrés, offrant un refuge aux perches. C'est vrai en plein mois de janvier, quand la surface est gelée. Mais en mars, la donne change radicalement. Les jours rallongent. Le soleil monte plus haut dans le ciel, et ses rayons commencent à frapper la surface de l'eau. Même si l'air vous semble glacial, l'eau de surface, elle, capte cette énergie solaire. Les couches supérieures se réchauffent doucement. Imaginez un matin brumeux sur votre lac préféré. Vous jetez votre leurre sur le fond, pensant bien faire. Pendant ce temps, une belle bande de perches zébrées est remontée de plusieurs mètres. Elles sont là, suspendues entre deux eaux, profitant de cette légère hausse de température. Elles ne sont plus collées à la vase. Elles se prélassent dans une eau qui est peut-être à 1 ou 2 degrés de plus que le fond. Et croyez-moi, pour un poisson, un seul degré de différence, c'est énorme. C'est la différence entre être léthargique et être en mode chasse. Ensuite, il faut parler de l'instinct de reproduction. Le mois de mars, c'est la période de pré-frai pour les perches. Les femelles sont pleines d'œufs, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour affronter la ponte qui approche. Un poisson qui doit faire des réserves ne peut pas se permettre de rester cloué sur le fond, inactif, à attendre que la nourriture lui tombe dans la bouche. Les perches doivent bouger, elles doivent s'alimenter activement. Elles vont donc suivre leur proie. Et devinez où va le poisson fourrage à cette époque de l'année? Les ablettes, les petits gardons, toute cette blanchaille cherche aussi la chaleur. Ils montent vers la surface, ils se rapprochent des bordures peu profondes où le soleil chauffe la boue. Si la nourriture quitte le fond, le prédateur quitte le fond. C'est une règle absolue de la nature. Vous pouvez gratter la vase toute la journée en discutant avec votre voisin de pêche qui se plaint lui aussi du manque de touche. Vous ne prendrez rien si les perches sont parties chasser 3 mètres plus haut. Prenons une situation typique que vous avez tous vécue. Vous arrivez au bord de l'eau à 7 heures du matin. Il fait un froid de canard.
Vous attaquez au leurre souple sur le fond, logique. Vers 11 heures, le soleil perce enfin les nuages, il commence à faire bon. Vous enlevez votre manteau. Mais bizarrement, vous continuez à pêcher exactement de la même manière, avec la même tête plombée, à la même profondeur. C'est là que réside la plus grande erreur. La dynamique du plan d'eau vient de changer sous vos yeux, mais votre technique, elle, est restée figée dans la glace du matin. À midi, les perches ont fort probablement entamé une migration verticale. Elles se décollent du fond pour profiter de la couche d'eau réchauffée. Si vous ne changez pas le grammage de votre leurre pour pêcher plus léger et prospecter la pleine eau, vous pêchez littéralement sous les poissons. Vous passez sous leur ventre. Et une perche de mars, même si elle a faim, ne descendra pas de 3 mètres dans l'eau froide pour aller chercher votre leurre qui gratte la vase. Parlons un instant de la fameuse technique du drop shot. C'est une technique fantastique pour l'hiver, on est tous d'accord. Mais comment la plupart des pêcheurs l'utilisent-ils en mars? Avec un bas de ligne de 20 cm entre le plomb et l'hameçon. C'est l'erreur classique. Vous animez votre leurre juste au-dessus du fond, persuadé de présenter une proie facile à un poisson apathique. Mais si les perches sont suspendues à 1 mètre ou 1,50 m du fond, votre beau montage drop shot ne sert strictement à rien. Elles le regardent de haut, sans la moindre intention de plonger. La solution? Il faut oser allonger démesurément la distance entre votre plomb et votre leurre. Un bas de ligne d'1 mètre, voire d'1,50 m, peut faire une différence incroyable. Imaginez la scène. Votre plomb gratte doucement le fond, mais votre petit leurre frétille librement en pleine eau, exactement dans la zone de confort thermique des perches. C'est souvent la clé pour débloquer une journée qui semblait catastrophique. Un autre mythe à détruire, c'est l'idée que les perches sont forcément regroupées dans les fosses les plus profondes du lac en mars. C'est ce qu'on appelle pêcher dans ses souvenirs. Vous vous rappelez de cette super session en décembre où vous avez sorti 20 poissons d'un trou de 10 mètres de profondeur. Du coup, en mars, vous retournez exactement au même endroit. Vous insistez, vous lancez, vous attendez. Rien. Le désert total. Pourquoi? Parce que le cycle des saisons a tourné. Les fosses profondes, qui étaient des refuges douillets en plein hiver, deviennent des zones stériles, souvent pauvres en oxygène et privées de la lumière salvatrice du printemps naissant. Les perches ont quitté ces abysses depuis des semaines. Elles se sont rapprochées des hauts fonds, des plateaux qui remontent doucement vers la surface, là où la température augmente plus vite et où la végétation aquatique va bientôt renaître. Sortez de vos trous profonds et commencez à chercher les cassures intermédiaires. C'est ici qu'intervient une famille de leurres que trop de pêcheurs laissent au fond de leur boîte au début du printemps. Les leurres durs suspending et particulièrement les jerkbait. Pourquoi sont-ils si mortels en mars? Tout simplement parce qu'ils répondent parfaitement au comportement des perches suspendues. Vous lancez, vous donnez 2 ou 3 coups de sion pour faire descendre le leurre et vous faites une pause. Une longue pause. Le leurre s'arrête net, parfaitement immobile, en plein milieu de la colonne d'eau. Il ne coule pas vers le fond glacé, il ne remonte pas à la surface. Il reste là, juste sous le nez des perches qui flottent entre 2 eaux. C'est une provocation irrésistible. Une perche qui hésite va s'approcher, observer ce poisson blessé qui reste dans sa zone de confort et finir par l'aspirer violemment. Si vous étiez au leurre souple classique, votre leurre serait déjà tombé sur le fond depuis longtemps, hors de la vue et de l'intérêt du prédateur. Il faut aussi prendre en compte l'action du vent, qui est un élément déterminant au mois de mars. Souvent, on a des vents de printemps qui peuvent de souffler fort. La majorité des pêcheurs fuient le vent, ils cherchent la berge abritée, le calme plat, pour ne pas avoir froid aux mains et pour bien sentir leur ligne. C'est une erreur stratégique majeure. Le vent pousse la couche d'eau superficielle, celle qui a été réchauffée par le soleil,
vers la berge exposée. Avec cette eau plus chaude, le vent pousse aussi le plancton, et derrière le plancton, le poisson fourrage. Et devinez qui suit le cortège? Nos fameuses perches. Sur la berge battue par les vagues, l'eau est agitée, trouble, mais elle est surtout plus chaude et pleine de vie. Oubliez votre confort personnel, enfilez une bonne veste, mettez-vous face au vent et pêchez cette zone brassée, en pleine eau ou sous la surface. C'est là que se trouvent tous les bancs de perches actives, et certainement pas collées au fond sur la berge d'en face. La clarté de l'eau en mars joue également un rôle crucial dans le positionnement des poissons. Avec la fonte des neiges et les pluies de printemps, l'eau est souvent teintée, voire très trouble. Quand la visibilité est réduite à 20 cm au fond de l'eau, une perche qui y serait collée aurait un mal de chien à repérer ses proies. Pour chasser efficacement à vue, comme elle aime le faire, elle est obligée de monter dans la colonne d'eau, là où la lumière pénètre un peu mieux. C'est une simple question de survie et d'efficacité de chasse. Si vous vous obstinez à racler le fond dans une eau couleur café au lait, votre leurre évolue dans l'obscurité totale. En remontant votre pêche d'1 mètre ou 2, vous placez votre offre dans une zone plus lumineuse, là où les perches se sont positionnées pour maximiser leurs chances d'intercepter un repas. Adaptez votre profondeur de pêche à la pénétration de la lumière. Parlons de la taille des proies. Une autre vieille habitude consiste à réduire drastiquement la taille des leurres quand l'eau est froide. On sort les micro-leurres d'1 ou 2 pouces sous prétexte que le poisson est tatillon. Mais souvenez-vous de ce qu'on a dit. En mars, les grosses femelles préparent la fraie. Elles ont faim, elles ont besoin de protéines. Et elles ne veulent pas gaspiller leur précieuse énergie à courir après des alevins minuscules qui ne les nourrissent pas assez. Elles cherchent le rapport effort sur récompense maximale. Un beau leurre souple de 4 pouces, voire 5 pouces, ramené très lentement en pleine eau, représentera un repas de choix, une proie substantielle qui vaut la peine de déclencher une attaque. N'ayez pas peur de proposer de grosses bouchées en mars. Vous allez sélectionner les plus beaux spécimens, ceux qui ont besoin de réserves massives avant de pondre. Laissez les micro-leurres pour l'été. Je vois souvent des pêcheurs au bord de l'eau adopter une animation mécanique presque robotique. On lance, on laisse couler jusqu'à sentir le poc sur le fond, on donne 2 coups de sion, on laisse recouler et on recommence. Cette fameuse pêche à gratter ou pêche en dents de scie sur le fond, c'est un poison pour l'esprit du pêcheur, car cela l'empêche de réfléchir à d'autres alternatives. La technique la plus redoutable en mars pour intercepter les perches décollées, c'est la pêche en linéaire, ou le swimming. Prenez un leurre souple de type shad, montez-le sur une tête plombée légère, lancez, laissez couler quelques secondes, puis ramenez de manière continue, très lentement, sans jamais toucher le fond. Imaginez un poisson blessé qui nage péniblement entre 2 eaux. C'est hypnotique pour une perche suspendue. L'attaque est souvent sourde, lourde. Vous ne sentirez pas un petit toc nerveux, mais plutôt une lourdeur soudaine, comme si vous aviez accroché un sac plastique qui se met soudainement à donner des coups de tête. Il y a un paramètre psychologique important à prendre en compte, c'est votre propre entêtement. Je me mets dans le lot, on est tous pareils. On commence une pêche au fond parce que c'est la norme. Au bout de 2 heures sans la moindre touche, on commence à douter du leurre. On change de couleur. On passe du vert au marron, puis au blanc, puis au rose fluo. Ensuite, on change la forme du leurre. On passe du shad aux finesses, puis à la créature. Mais la seule chose qu'on ne change pas, c'est la profondeur à laquelle on pêche. On continue désespérément à gratter le même tas de vases avec des leurres différents. C'est la définition même de la folie, faire la même chose en espérant un résultat différent. La prochaine fois que vous êtes dans cette situation, gardez votre leurre de confiance, mais changez radicalement de couche d'eau. Passez en linéaire, sortez un poisson nageur,
Pêchez au-dessus du fond, puis au milieu, puis juste sous la surface. Cherchez la hauteur avant de chercher la couleur. Si vous avez la chance d'utiliser un écho-sondeur, que ce soit sur un bateau ou un float tube, vous savez exactement de quoi je parle. En mars, l'écran de votre sondeur est révélateur. Le fond est souvent vide, désespérément plat et sans écho. En revanche, si vous regardez bien, vous verrez des arcs ou des nuages de points suspendus à mi-profondeur, souvent au-dessus de structures immergées. C'est la preuve visuelle, scientifique, que le mythe du poisson collé au fond est faux. Les perches se regroupent dans ces couches intermédiaires. Mais même sans électronique, depuis le bord, vous pouvez lire ces signes. Observez la surface. S'il y a des moucherons, si vous voyez de l'activité, même minime, des petits cercles discrets, c'est que la vie remonte. Soyez observateurs. La nature vous donne les indications que le grand-père ne pouvait pas deviner. Ne soyez pas aveuglés par des dogmes dépassés. La végétation aquatique joue un rôle fascinant au mois de mars. Sur le fond, on trouve principalement les restes en décomposition des herbiers de l'année précédente. Cette décomposition consomme énormément d'oxygène et crée un environnement peu accueillant, parfois presque toxique, pour les poissons exigeants comme la perche. Pourquoi irait-elle s'enfuir dans cette boue pauvre en oxygène? En revanche, les nouvelles pousses commencent à apparaître, tendant leurs tiges vers la lumière. C'est autour de ces jeunes pousses, à 1 ou 2 mètres au-dessus du fond putride, que l'oxygène est produit, que les micro-organismes se développent et que la chaîne alimentaire redémarre. Cherchez la vie naissante. Pêchez juste au-dessus des anciens herbiers. Effleurez le sommet des nouvelles herbes. C'est là, dans cette zone de transition vitale, que les Hébreux se postent en embuscade. Il est temps de parler de l'approche silencieuse. Quand un poisson est posé sur le fond, il se sent relativement en sécurité, camouflé. Quand une perche est suspendue en pleine eau, elle est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus exposée aux prédateurs venant de tous les côtés, y compris du ciel avec les cormorans. Elle est donc sur le qui-vive, extrêmement méfiante. Si vous arrivez au bord de l'eau en tapant des pieds, en lançant comme une brute des têtes plombées énormes qui fendent l'eau avec fracas, vous allez terroriser ces poissons suspendus bien avant que votre leurre ne les atteigne. La pêche de la perche décollée en mars demande une discrétion absolue. Des lancers souples, des posés délicats, des têtes plombées planantes. Imaginez que vous cherchez à surprendre un animal sauvage dans une clairière, pas que vous jetez des cailloux dans un puits. La finesse de l'approche compte autant que la justesse de la profondeur. La tombée de la nuit en mars nous offre un dernier paradoxe intéressant. Tout au long de l'après-midi, le soleil a tiédi la surface et les perches sont montées. Mais quand le soleil disparaît derrière l'horizon, la température de l'air chute brutalement. L'eau de surface se refroidit très vite. Que font les poissons? La logique voudrait qu'ils redescendent massivement au fond. Eh bien, pas toujours. Lors de ce créneau très précis du coup du soir, qui dure parfois seulement 30 minutes, l'activité alimentaire atteint souvent son paroxysme. Les perches savent que l'eau va refroidir. Elles doivent faire le plein d'énergie avant la nuit longue et froide. Elles deviennent frénétiques. C'est le moment de sortir des leurres qui brassent beaucoup d'eau, des crankbaits ou des petits spinnerbaits, et de prospecter rapidement les bordures peu profondes. Ne repassez pas au fond juste parce que le soleil se couche. Profitez de cette dernière fenêtre d'hyperactivité. Abordons la question des jours gris et pluvieux de mars, ceux qui vous donnent envie de rester au chaud à la maison. On pense souvent que sans le soleil pour réchauffer la surface, les poissons resteront prostrés au fond. C'est une erreur d'analyse. Une pluie douce de printemps, associée à un vent du sud, apporte en réalité une masse d'air chaud qui va brasser et tempérer le plan d'eau de manière beaucoup plus uniforme qu'un soleil de plomb. Sous la pluie, la luminosité baisse, ce qui réduit la méfiance des grosses perches.
Elles quittent les profondeurs sans crainte pour chasser activement entre deux eaux. Ces journées maussades sont souvent les meilleures pour battre vos records. Alors, mettez vos vêtements de pluie. Ne cédez pas à la facilité du fond et peignez la colonne d'eau avec de beaux shads vibrants. L'obscurité relative joue en votre faveur. C'est le moment d'être audacieux. L'utilisation des têtes plombées à gratter est tellement systématique qu'on en oublie les têtes plombées planantes, comme les modèles en forme de sabot ou de dart. Ces têtes sont conçues non pas pour tomber lourdement sur le fond, mais pour fendre l'eau horizontalement. En mars, quand les perches sont décollées, montez un leurre finesse sur une petite tête darting et lui imprimer des petits coups de sion sec entre deux os est d'une efficacité redoutable. Le leurre va faire des embardées à gauche, à droite, de manière erratique, reproduisant la panique d'une petite proie isolée. Puis vous faites une pause et le leurre coule doucement, très lentement, en vacillant. C'est très souvent à ce moment précis, pendant cette descente planante, que la perche intercepte la proie. Si vous pêchiez avec une balle de plomb classique, le leurre piquerait du nez comme une pierre, brisant totalement l'illusion de la proie naturelle. Il y a aussi une réalité physique simple que beaucoup ignorent concernant la vision des poissons. Les yeux de la perche sont placés de telle sorte qu'elle voit très bien au-dessus d'elle et devant elle, mais beaucoup moins bien vers le bas. Quand une perche est décollée du fond en attente, elle scrute les couches supérieures. Si votre leurre passe 1 mètre plus bas, dans son angle mort, en raclant la vase, elle ne le verra tout simplement pas, même si l'eau est claire. En revanche, un leurre qui passe 1 mètre au-dessus d'elle sera immédiatement repéré, se découpant en sombre contre la clarté de la surface. C'est pour cela qu'il vaut toujours mieux pêcher un peu trop haut que un peu trop profond. En pêchant trop creux, vous êtes invisible. En pêchant plus haut, vous attirez l'attention des poissons postés en dessous, et ils n'hésiteront pas à monter pour intercepter ce qu'ils considèrent comme un repas facile. Voyons l'impact des variations brutales de température. Le mois de mars est réputé pour ses giboulées et ses retours de froid inattendus. Vous avez eu 3 jours de beau temps, l'eau s'est réchauffée, les perches sont montées, et soudain, un front froid arrive, avec de la neige fondue. C'est le seul moment où le mythe du fond redevient partiellement vrai. Le choc thermique de surface va pousser les poissons à redescendre pour retrouver un peu de stabilité. Mais attention, ils ne se collent pas forcément à la vase pour autant. Ils vont simplement se reculer sur la première cassure importante, disons de 2 à 4 mètres de profondeur, et se caler là, le nez tourné vers le haut fond, attendant que le coup de froid passe. C'est une retraite stratégique, pas une hibernation. Vous devez les suivre dans ce mouvement de recul. Adaptez votre pêche, mais toujours garder à l'esprit qu'elles restent des prédateurs prêts à bondir. Pour résumer cette nouvelle approche, repensez totalement votre stratégie de mars. Ne commencez plus vos journées en plombant lourdement. Arrivez au bord de l'eau avec l'esprit ouvert. Sondez mentalement la colonne d'eau. Commencez par pêcher entre deux eaux avec des leurres suspending ou des shads en linéaire. Écoutez ce que le lac ou la rivière vous dit. Sentez la température du vent. Observez l'ensoleillement. Repérez les changements de couleur de l'eau. La pêche de la perche au début du printemps n'est pas une pêche d'attente passive et aveugle sur le fond. C'est une traque dynamique en 3 dimensions qui exige de comprendre les migrations verticales du poisson. Oubliez les dogmes, brisez les règles établies et osez chercher le poisson là où on vous a toujours dit qu'il n'était pas. C'est exactement comme ça que vous ferez la différence quand tous les autres pêcheurs autour de vous plieront bagage en disant que le poisson a la gueule clouée. Voilà, on a fait le tour de ce fameux mensonge de Mars. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux et va radicalement changer votre façon de voir l'eau en ce début de printemps. Le point de bascule, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la température de l'eau n'est pas un bloc uniforme. Les premiers soleils réchauffent les couches supérieures, la vie remonte et les perches,
poussés par l'instinct de reproduction et la faim, suivent ce mouvement. Arrêtez de gratter bêtement le fond quand les poissons chassent 3 mètres plus haut. Osez pêcher léger. Osez le linéaire. Sortez vos jerkbaits suspending. Comprendre cela, c'est passer du pêcheur frustré qui subit l'hiver au tracker intelligent qui anticipe le printemps. Un immense merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Si cette approche vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plein d'autres vérités sans filtre sur la pêche. Lâchez un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et maintenant, à vous de jouer. Quelle est la plus grosse erreur que vous faisiez jusqu'à présent en début de saison? Dites-le moi dans les commentaires, on va en discuter ensemble. À très vite au bord de l'eau